Buonasera a tutte e a tutti. Bonsoir à toutes et à tous. Après avoir rencontré Nicola Lagioia et Donatella Di Pietrantonio, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Viola Ardone et son éditrice Anne-Michel. Merci d'être là. Alors l'esprit de ces rencontres, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là aux rencontres précédentes, c'est de faire rencontrer à la fois les auteurs et ceux qui ont participé à la création de cet objet un peu spécial qui est le livre traduit. Donc, ou bien les traducteurs ou les éditeurs. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Viola Ardone, que je remercie d'être là, et son éditrice Anne-Michel, des éditions Albin Michel. Elle dirige le département de littérature étrangère chez Albin Michel. Et également avec nous Rosanna Gasbarro, que je remercie également d'être là, qui a ce rôle fondamental de permettre la communication. Donc, encore une fois, le rôle des traducteurs. Viola Ardone enseigne l'italien et le latin dans un lycée près de Naples, ou à Naples, près de Naples. Et elle s'est imposée sur la scène littéraire italienne grâce à un roman qui a eu un succès incroyable, Il treno dei bambini, le train des enfants, qui a été traduit en 34 langues. Je ne sais pas si le chiffre est exact, donc son agent me dit que oui. Voilà, donc 34 langues, imaginez-vous, c'est beaucoup. Hein. Et je viens d'apprendre directement de Viola Ardone que son livre deviendra bientôt un film. Hein. Donc, un succès formidable. Et, le livre a eu également un grand succès en France. Il a été parmi les livres les plus vendus en 2021. Il a reçu des prix également. Et donc, sur la vague de ce grand succès, Viola Ardone a publié tout récemment un nouveau livre dont nous allons parler plus en détail ce soir, Oliva Denaro. Également publié chez Albin Michel sous un titre différent. Vous voyez que le livre traduit n'est pas toujours la même chose. Hein. Vous voyez les couvertures, mais donc on reviendra sur la question du titre et de la couverture. Alors, ces deux livres ont en commun le fait d'être ancrés dans l'histoire italienne de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, Il treno dei bambini, vous savez très rapidement, c'est l'histoire de cette initiative prise par l'Union des femmes italiennes, qui était une émanation du Parti communiste, hein, afin de permettre aux enfants les plus pauvres des régions du Sud qui avaient été frappés par la guerre, par la misère, de pouvoir bénéficier d'un séjour, ne serait-ce que de quelques mois, parfois de quelques années, chez une famille plus aisée qui pouvait leur assurer des conditions de vie plus favorables. Donc, une page importante de l'histoire italienne, souvent un peu ignorée ou oubliée, c'est petits garçons et petites filles, souvent s'installer dans des familles de Emilia-Romagna, et pas seulement, parce que vous savez, Emilia-Romagna, c'était la forteresse du Parti communiste, donc c'était là que des familles étaient prêtes et ouvertes à les accueillir. Le livre dont nous allons parler ce soir a, lui aussi, ses racines dans l'histoire italienne. Il raconte une histoire vrai, mais bon, nous reviendrons sur cet aspect, l'histoire d'une jeune fille qui refuse le mariage réparateur. Alors, le mariage réparateur était inscrit, on le verra au cours de cette rencontre, dans la loi italienne. Donc, il y avait un article de loi qui n'a été supprimé qu'en 1981, qui assurait l'impunité à celui qui kidnappait et violer une jeune fille pourvu qu'il accepta de l'épouser. Donc, c'était en quelque sorte, comment dire, un blanc-seing qui était donné aux violeurs qui avaient assuré l'impunité.
Et cet article de loi allait avec un autre article bien connu, celui du crime d'honneur. Donc celui qui commettait un crime qui avait comme objectif celui de défendre son honneur blessé par une infidélité, par exemple, eh bien, sa peine était réduite de 2/3 par rapport à celle qu'il aurait dû, disons, subir. Et nous reviendrons sur ça. Le crime d'honneur, ça existe encore hein, dans certains pays du Moyen-Orient. Je sais qu'au Liban, ça a été aboli tout récemment. Donc, alors, j'en viens tout de suite à ma première question. On a évoqué un peu cette histoire, l'histoire d'une jeune fille qui refuse le mariage réparateur. Ça nous rappelle tout de suite l'histoire vraie de Francaviola. Alors, ma question est d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème et quel est le rapport entre votre livre et l'histoire de Francaviola? Merci, bonsoir à tous et toutes. Je vous remercie d'être ici. Je parlerai italien parce que j'étudie français, mais je ne le parle pas trop bien. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, Oliva Denaro, il desiderio era quello di riflettere sulla questione femminile oggi, in Italia, ma non solamente in Italia, e per farlo ho avuto bisogno di guardare un po' indietro. Questa storia è ambientata all'inizio degli anni 60, in un periodo in cui l'Italia era molto indietro dal punto di vista dell'emancipazione femminile. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, Le Choix, ce que je voulais faire, c'était de mener une réflexion sur la question des femmes aujourd'hui, non seulement en Italie, mais plus généralement. Et pour ce faire, en quelque sorte, j'ai regardé dans le passé. Cette histoire se passe dans les années 60. Et l'Italie, en quelque sorte, était en retard de ce point de vue. E dagli anni 60 sono stati fatti tantissimi passi avanti, le donne hanno lottato, hanno ottenuto di abbattere tante barriere che impedivano loro di vivere nella società alla pari con l'uomo, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dei diritti. In Italia le donne votano la prima volta nel 1946. Quindi è stata una marcia rapida, impetuosa, che ha portato il corso degli anni, più o meno fino agli anni 90, a raggiungere una sostanziale parità che adesso esiste nel nostro paese. Non parità salariale, quello ancora no, però parità nei diritti, quello sì. Depuis les années 60, de nombreuses avancées ont été réalisées. Les femmes se sont battues, elles ont aboli, elles ont supprimé les barrières qui leur empêchaient de vivre dans la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Donc elles ont qui leur empêchaient de vivre sur un pied d'égalité avec les hommes dans le domaine du travail, des droits. Si vous imaginez que le vote des femmes a été introduit en 1946, lorsqu'elles votent pour la première fois, vous vous rendrez compte donc que l'avancée des femmes a été rapide et impétueuse. Et dans les années 90, une égalité vis-à-vis des hommes a été donc obtenue. Elle existe donc pas du point de vue des salaires, pas encore, mais du point de vue des droits, oui. Non passa settimana in Italia che non ci venga riportato un caso di violenza contro le donne. Noi in Italia abbiamo una parola terribile, femminicidio, omicidio di una femmina, omicidio di una donna. E molto spesso questo femminicidio avviene quando la donna si sgancia dal rapporto amoroso, lascia un uomo e quell'uomo non lo accetta, oppure violenza sessuale.
di donne che vengono violentate, viste ancora come una preda. Quindi io ho pensato che le leggi a volte ci impiegano molti anni per cambiare le cose, ma la mentalità è ancora più lenta. La mentalità spesso è come una scoria radioattiva che ci portiamo dentro in maniera inconsapevole, per cui quella ragazza là, che per legge era una preda, oggi non lo è più per legge, ma in qualche modo spesso la donna in Italia e nel mondo viene ancora percepita come una preda, come qualcuno che può essere preso, che può essere un oggetto del desiderio altrui. Mais malgré cela, toutes les semaines en Italie, des cas de violence envers les femmes sont relatés. Nous avons le mot féminicide en Italie, donc le meurtre d'une femme qui souvent est perpétré lorsqu'une femme veut quitter un homme qui ne l'accepte pas. Et en plus de cela, des cas de viol aussi sont souvent rapportés, c'est-à-dire que les femmes sont encore considérées comme des proies. Ce que je pense, moi, c'est que si pour la loi, il faut longtemps pour changer les choses, pour les mentalités, il faut encore plus de temps. C'est comme si on avait une particule radioactive qu'on portait en nous de façon inconsciente, dont on a du mal à se libérer. Et donc, si la fille de la protagoniste du choix, de par la loi, elle était une proie à l'époque, maintenant, elle ne l'est plus. Cependant, les femmes restent encore, de certains points de vue, en Italie et dans le monde entier, sont encore considerées comme des proies, comme des objets du désir de quelqu'un. Volevo dire ancora una cosa e poi concludo su questo, che i diritti sono qualcosa di a volte molto fragile, non siamo mai sicuri che siano stati affermati per sempre, né in ogni luogo ovviamente. In Italia oggi, periodicamente, ancora oggi, si mette in discussione il diritto all'aborto, ancora oggi, e spostandoci dalla mia patria, dalla mia terra, questa ragazza qui, dicendo no al matrimonio riparatore, fa la stessa cosa di quello che stanno facendo le sue coetanee in Iran, togliendosi il velo e pagando in prima persona, pagando con il disprezzo sociale, pagando con la propria vita in quel caso. Et encore une toute dernière chose et je conclus. Les droits sont quelque chose de très fragile. On ne sait jamais, on ne sait pas s'ils sont acquis à jamais. Et en effet, en Italie, encore périodiquement, il y a certains droits qui sont remis en question, comme par exemple le droit à l'avortement. Mais si je quitte l'Italie et que je pense à un pays très éloigné, le non au mariage réparateur qui est dit par la protagoniste de mon livre, et c'est ce que font, c'est le non que disent les femmes iraniennes en enlevant leur voile et en payant en première personne ce prix social et en payant cela avec leur propre vie. Je m'adresse maintenant à Anne Michel pour lui demander d'abord pourquoi l'édition française a changé le titre, déjà. Parce que vous savez que Oliva Denaro, en fait, c'est l'anagramme de Viola Ardone. Hein? Donc, Oliva, c'est Viola, et Denaro, Ardone. Donc, il y a... comment dirais-je, un clin d'œil au lecteur qui évoque une sorte d'analogie. Voilà. En revanche, le titre français, évidemment, obéit à une autre logique.
Et puis il y a le choix de la couverture qui est très différente. L'édition italienne montre le visage d'une adolescente, un regard un peu inquiet. On ne voit que la moitié du visage, l'autre partie du visage est noire. Ce noir fait allusion un peu à ce destin sombre qui pèse sur le personnage. La couverture française, même si c'est une photo italienne, est en blanc et noir, évoque quelque chose de différent. Oui, comme vous l'avez dit au tout début, Le Train des enfants a été un très grand succès en France. Il a fait partie des 10 meilleurs premiers romans vendus en 2021, français et étrangers confondus. Donc il y avait ce succès et j'avais envie pour la couverture de garder l'esprit qu'on avait pris pour la première couverture. Donc il s'agit du même photographe, Cena, et même si c'était différent, on pensait que là, il y avait une confrontation entre la jeunesse et la vieillesse, la vieille femme qu'on aperçoit derrière, donc entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et si vous regardez les visages des deux jeunes femmes, ils sont quand même assez proches. Il y avait ça. Et après, je tiens à rendre hommage et à Viola et à Carmen, son agent, parce que c'est vrai qu'après un tel succès, je me suis dit, Oliva Denaro, anagramme qui a été remarqué par tous les journalistes dont ils ont parlé dans leurs articles, mais que c'était un titre plus énigmatique et moins percutant que Le Train des enfants. Et donc nous avons choisi le choix, mais cela en accord avec Viola et Carmen, après une mûre, longue réflexion. Et il nous semblait que le choix, c'était vraiment au cœur du roman. Donc on ne trahissait pas Viola en l'appelant ainsi. Dans l'esprit de cette série de rencontres, de réfléchir sur certains aspects qui ne sont pas parfois au centre de l'attention, c'est-à-dire le choix des titres, le choix des couvertures. Mais venons encore au roman. Au centre du roman, il y a un peu le thème du corps. On le retrouve dès la première page, parce que la protagoniste, Olive, a un frère de son âge, parce que ce sont des jumeaux, mais leur destin est différent. Et surtout, est différent au moment où ils s'approchent de l'adolescence, la pubertà. La puberté, donc, ça signifie pour le garçon l'accès à une condition plus libre, l'accès au monde des adultes, l'accès à une visibilité sociale. Tandis que pour Olive, la puberté signifie en revanche l'enfermement et l'impossibilité de sortir toute seule dans la rue, l'exigence d'être chaperonnée à chaque fois, et ainsi de suite. Mais à part ces aspects, la réflexion sur le corps est vraiment, il me semble, au centre un peu du roman. Quell'epoca nascere donna era una disgrazia perché quando si entrava nell'età dell'adolescenza già si sapeva che una parte di mondo ti veniva sottratto, era come se fosse una parte di mondo velato a cui non si poteva accedere. Il corpo della donna doveva essere camuffato, non doveva essere troppo esibito, la donna stessa non poteva frequentare tutti i luoghi, cioè lo spazio delle donne era deciso dagli uomini, dove una donna poteva andare, dove doveva sedersi, in quale strade poteva camminare da sola e in quale no, all'interno della chiesa dove doveva sedersi, c'era una zona per le donne, lo spazio delle donne era deciso dall'uomo. Oui, tout à fait. À cette époque-là, naître femme était une disgrâce. Et lorsque la fille devenait une adolescente, c'est comme si on lui soustrayait une partie du monde. C'est comme si une partie du monde, soudainement, lui était cachée, lui était voilée. Elle n'y avait plus accès. Et son corps aussi devait être
camouflé, caché, il ne devait pas être exhibé. Et les lieux, elle n'avait pas accès à tous les lieux. Les espaces auxquels les femmes avaient accès étaient décidés par les hommes. C'est les hommes qui décidaient là où les femmes pouvaient se rendre ou pas, s'asseoir ou pas, quelles étaient les routes, les rues où elles pouvaient se rendre seules ou pas. À l'église, il y avait des espaces qui étaient réservés aux femmes et d'autres aux hommes. C'était les hommes qui décidaient. La madre di questa ragazza le ha insegnato che la femme è come une carafe, chi la casse la ramasse. È la traduzione meravigliosa che ha fatto Laura Brignon dell'incipit del libro in italiano. La femmina è una brocca, chi la rompe la prende. E la cosa che mi è piaciuta di più nello scrivere questa storia, al di là della trama, è che mi sembra che alla fine del racconto Oliva non pensi più che nascere donna è una disgrazia, ma capisce a sue spese che nascere donna è una forza, è un privilegio. La donna non è fragile, non è una brocca e non si rompe. La mère d'Oliva, au début du livre, lui dit une phrase qui a été formidablement bien traduite par Laura Brignon. La femme est une carafe, qui la casse la ramasse. Et voilà, donc ce que j'ai aimé en écrivant cette histoire, au-delà bien évidemment de l'histoire elle-même, c'est qu'à la fin, Olivia comprend que n'être femme n'est pas une disgrâce. Elle le comprend en quelque sorte à ses frais, mais les femmes sont fortes, elles ne sont pas fragiles, elles ne se cassent pas. Dans les familles du Sud, en particulier, le rôle de l'autorité, celui qui incarne l'autorité, est le père. Donc le pater familias qui représente la tradition, qui a la voix sur toutes les décisions en famille. Mais dans votre roman, c'est plutôt la mère. Il y a, comment dirais-je, une sorte d'inversion de rôle, parce que la mère, c'est elle qui cherche à transmettre à sa fille toutes les règles qui sont imposées à une jeune femme, tandis que le père, c'est un personnage qui parle très peu, il est taciturne, il ne s'exprime que par quelques mots, très rarement, mais il a surtout le souci de respecter la volonté de sa fille. Donc pourquoi ce choix qui inverse des rôles e dei cliché, disons? Nella famiglia tradizionale la legge è incarnata dal padre, ma la madre è la gendarmerie del patriarcato. Nella famiglia tradizionale la donna aveva il compito di far rispettare poi quelle leggi e di tramandare i ruoli codificati maschio e femmina. Quindi era una doppia violenza, era proprio la donna che aveva il compito di tramandare questa legge, non per cattiveria, per ignoranza o per stupidità. Io credo col desiderio di proteggere le figlie, evitare loro delle cattive esperienze, evitare loro di rompersi e farsi male. Quindi questo desiderio di protezione tendeva a replicare quegli schemi e quelle modalità, perché le ragazze che trasgredivano erano costrette a fare i conti con la riprovazione sociale. La raison est que dans une famille traditionnelle, c'est bien vrai que la loi c'est le père, mais la mère c'est le gendarme du patriarcat.
Donc c'est la mère qui fait respecter la loi dans une famille traditionnelle. C'est elle qui fait respecter les rôles qui sont codifiés, les rôles du masculin et du féminin. Donc c'est une sorte de double violence. Et ce n'est pas par méchanceté, par ignorance ou par stupidité, c'est par le désir de protéger sa fille, de la protéger des expériences négatives, des expériences qui feraient qu'elle risquerait de se casser et de se faire mal. Mais dans ce désir de protection, elle reproduit des schémas qui, lorsque on les transgresse, on s'expose à la réprobation sociale. Accanto a una madre che insegna tutte le regole, ho immaginato un padre che non dà nessuna regola, non dà insegnamenti, quindi è un padre atipico rispetto al padre padrone meridionale. È un uomo delicato, morbido, pieno di dubbi, che ha la capacità, di fronte a una situazione terribile per un genitore, una figlia violata, ha la capacità di mettersi in ascolto del desiderio della figlia, di far andare avanti lei di un passo e di seguirla. Lui le dice: tu vai avanti, io ti sostengo. E non perché sia un uomo emancipato o che ha studiato, lui è un contadino, ma ha preso questa pedagogia dalla cura delle piante. Guardare la pianta, sostenerla col rametto, darle il nutrimento e non dire alla pianta quello che deve fare o quello che deve diventare, quanti frutti può dare, che tipo di frutto. Il contadino osserva, aiuta, dà sostegno. E quindi questa semplicità, questa lezione di resilienza, lui la impara lì ed è capace di portarla ai figli e a questa figlia in particolare. Dans cette histoire, à côté de la mère qui apprend les règles à ses enfants, j'ai imaginé donc la figure d'un père qui ne donne pas de règles, qui ne donne pas d'enseignement, un père atypique en quelque sorte, un père qui ne ressemble pas au padre padrone du sud de l'Italie. C'est un père qui est délicat, qui est plein de doutes, mais qui a la capacité, devant cet événement terrible d'une fille violée, il a la capacité de se mettre à l'écoute du désir de sa fille. Et il lui dit, vas-y, avance, moi je te suis, moi je te soutiens. Et ce n'est pas parce que ce père est émancipé, c'est un paysan, mais en quelque sorte il applique pour ses enfants une pédagogie qu'il a appris des plantes. C'est-à-dire, il observe ces plantes, il met un petit tuteur, il les nourrit, mais il ne va pas dire aux plantes quels fruits il faut qu'elles produisent, combien et comment. Il observe, il aide, il soutient. C'est en quelque sorte cette simplicité et cette résilience qu'il a appliquée à ses enfants, et en particulier à cette fille. Dans les deux livres, le Parti communiste joue un rôle. C'est-à-dire, les trains des enfants, ce sont une initiative de l'Union des femmes italiennes qui était donc étroitement liée au Parti communiste. Mais et aussi dans Oliva Denaro, dans Le Choix, on retrouve cette présence. Parce que Oliva a une amie, une copine qui a son âge, Liliana, est la fille d'un militant communiste qui organise tous les 15 jours des réunions dans un cabanon de pêcheurs près de la mer. Et c'est là une occasion pour
les jeunes, ou les moins jeunes aussi, de discuter, de mettre en discussion des valeurs et des habitudes, des traditions. Donc il y a là un aspect important qui est mis en valeur dans les deux livres. Dans l'Italie de l'après-guerre, où la démocratie chrétienne exerçait un rôle un peu étouffant sur la vie sociale et politique et culturelle de la péninsule, les sections du Parti communiste étaient souvent un lieu de débat, un lieu de liberté, un lieu d'émancipation. Alors, je voulais un peu que vous reveniez un peu sur cet aspect, sur le personnage de Liliana, auquel vous attribuez un rôle aussi dans l'abolition des articles de loi. Sì, Liliana è la migliore amica di Oliva ed è la figlia dell'unico comunista del paesino, e per questo motivo la madre di Oliva le vorrebbe impedire di frequentarla, ma come accade a quell'età nell'adolescenza c'è una forte attrazione per quello che vediamo come diverso, e quindi Oliva e Liliana sono complementari, e Liliana in qualche modo si prende sulle spalle il compito di combattere la battaglia di un diritto per la sua amica e farlo per tutte le donne, perché sarà lei a portare in Parlamento questa proposta per l'abolizione della legge del matrimonio riparatore. Liliana est la meilleure amie d'Oliva. Liliana est aussi la fille du seul communiste de ce village. Et bien évidemment, la mère d'Oliva veut l'empêcher de la fréquenter. Mais comme cela arrive souvent dans la période de l'adolescence, on éprouve une attraction très forte envers tout ce qui est différent. Et Oliva et Liliana sont complémentaires. Et Liliana, en quelque sorte, prend sur elle, assume la responsabilité, la tâche de mener pour sa copine, pour son amie, la tâche de défendre son droit, le droit d'Oliva et le droit de toutes les femmes. Et ce sera Liliana qui ira défendre au Parlement cette proposition de loi d'abolition du mariage réparateur. E chi subisce un torto, chi subisce una violenza, spesso non è in grado, non ha la forza, non ha la voce per poter in prima persona lottare in quel senso. E allora c'è questo passaggio di testimone: il torto lo subisce Oliva, ma Liliana la riscatta. È un po' l'idea di solidarietà che c'era anche alla base del treno dei bambini, il fatto che ci sia una catena umana, una social catena, come diceva Leopardi nella Ginestra, e quella è l'unica strada per l'umanità, ecco, quella di farsi testimone, dare la propria voce anche per un torto non subito in prima persona. Lorsqu'on subit des torts ou une violence, souvent on n'est pas en mesure, on n'a pas la force, on n'a pas les épaules pour dire et pour lutter en première personne. Donc en quelque sorte, c'est Oliva qui subit un tort et c'est Liliana qui la rachète. C'est comme s'il y avait cette chaîne de solidarité, comme dans le train des enfants. C'est comme s'il y avait cette chaîne humaine, cette chaîne sociale de solidarité humaine, comme le dit le poète Giacomo Leopardi dans le poème Le Genet. Et pour moi, c'est le seul chemin qui puisse suivre l'humanité, c'est-à-dire de se faire le témoin
de se faire la voix de quelque chose, même si on n'a pas subi ses torts en première personne. Donc on a parlé de la famille, le père et la mère, on a parlé de cette section du Parti communiste qui représente un point de repère un peu pour certains habitants du village, mais il y a une autre institution qui a un rôle important dans le roman. Sur ça, je voudrais aussi écouter Anne Michel, c'est l'école. Alors, je voudrais revenir sur cet aspect parce que l'école, c'est pour Olive l'occasion de se mesurer à d'autres valeurs, mais l'école, dans le roman, prend le visage de deux instituteurs très différents. D'abord, il y a le cas de Rosaria, et ensuite, ce vieux monsieur qui arrive un peu à la fin, à quelques années de la retraite, et qui est une déception pour Olive, parce qu'il ne fait que représenter des modèles vieux et autoritaires. Mais à part cela, l'école a une présence importante dans la vie intime de Olive. Elle est une lectrice acharnée. Il y a un chapitre aussi sur lequel on pourrait revenir et même lire quelques pages. Après le viol, elle repense à ses livres, aux livres qu'elle a lus. Et tout d'un coup, ces livres semblent perdre toute autorité. Je pense qu'il vaudrait mieux que Viola réponde sur cette question plutôt que moi. Oliva ama la scuola, ama studiare, ama leggere, ma il suo libro preferito è il vocabolario, perché lì scopre parole nuove e si rende conto che conoscere più parole significa conoscere meglio se stessa. E lei sa che non potrà completare gli studi perché è una ragazza, è femmina, e quindi non studia con un obiettivo per diventare qualcosa, per realizzarsi, ma studia per essere se stessa. Quindi per lei lo studio, la cultura è un fatto identitario. Lei vuole essere quella che conosce parole che gli altri non conoscono e quindi non pensa che lo studio possa portarla lontano, ma possa portarla verso se stessa. Questo mi sembra un passo ancora ulteriore, cioè quando la conoscenza ti identifica, ti permette di conoscerti meglio. Oliva aime l'école, aime travailler à l'école, aime lire, mais son livre préféré est le vocabulaire, parce que c'est dans le vocabulaire qu'elle découvre des mots nouveaux et elle se rend compte que plus on connaît de mots et plus on se connaît soi-même. Elle est consciente qu'elle ne va pas aller très loin dans ses études parce que c'est une femme. Elle n'étudie pas avec un objectif pour devenir quelqu'un ou pour s'épanouir, mais pour être soi-même. Pour elle, l'école est un fait, les études sont un fait identitaire. Elle veut connaître des mots que d'autres ne connaissent pas. Donc le fait de faire des études, ça ne l'amène pas loin, mais ça l'amène vers elle-même. Donc cette connaissance l'identifie et l'amène à se connaître mieux. Je voudrais juste lire une petite page, celle qui concerne justement ce moment de crise où Olive, après le viol, se retrouve toute seule dans sa chambre et repense au livre qu'elle a lu et elle exprime un peu toute sa déception. Ces livres ne lui ont pas permis de se soustraire à ce destin tragique. J'ouvre un livre sans parvenir à comprendre ce que je lis. Les lignes empilées les unes sur les autres sont de longs animaux noirs qui rampent sur la page. Les phrases n'ont plus de lien entre elles et les mots se vident de leur sens comme des récipients percés.
Il n'est pas vrai que la culture nous sauve, maîtresse. J'ai toujours bien étudié, ça n'a servi à rien. Je balaye furieusement du bras tout ce que je trouve, les bibelots sur les meubles, les stylos et les cahiers sur le bureau, les livres sur les étagères. Je piétine tout ce qui m'était cher. Les livres gisent, ouverts, dans des positions peu naturelles, comme des corps aux membres fracturés. Le carton de leur couverture s'est décollé et les pages exposées révèlent les mensonges qu'elles contiennent. Les 4 filles du docteur March ne grandiront pas. Dorothy n'est jamais allée au pays d'Oz. Pollyanna a perdu le secret du bonheur. Alice n'a jamais trouvé la potion pour appétisser. Et Lucia Mondella n'a pas réussi à se sauver en faisant un vœu à la Vierge, comme moi. Donc c'est un moment de désespoir, hein, très fort, mais malgré cela, Oliva trouve le courage, hein, de s'opposer au destin qui semble lui être imposé. Et je trouve qu'il y a un aspect très beau dans le roman et qui exprime bien la personnalité de Oliva, qui a une âme de rebelle un peu, et c'est son goût pour la course. Hein? Je ne sais pas si vous voulez revenir un peu sur questa corsa a scattafiato, à coupe-souffle, ça a été traduit par Laura Brignon. On retrouve ce thème de la course au tout début du roman et à la fin, quand Oliva a le courage d'aller rencontrer son violeur dans sa pâtisserie et puis s'élance dans la rue, dans une course qui devient un peu le symbole de cette liberté retrouvée. Io ho voluto che il suo momento di liberazione non fosse in seguito al processo che viene fatto al suo violentatore, perché in Italia c'era una legge che non le avrebbe mai dato ragione. Quindi lei era destinata a perdere in tribunale, ma la sua vittoria l'ottiene quando si ritrova volontariamente faccia a faccia, tempo dopo, con quell'uomo e sente di non averne più soggezione, non si sente più una sua vittima, non si sente più fragile, sente che quegli occhi, quelle mani non hanno nessun potere su di lei e quindi nel momento in cui lei gli toglie quel potere lo vede per quello che è, un uomo che è stato, che non è riuscito a crescere nel tempo, che non ha neanche capito la gravità di quello che aveva fatto, che non ha capito perché lei non volesse sposarlo. Quindi Oliva è andata avanti, è cresciuta, ha fatto una strada, lui è solo invecchiato, non è cresciuto e questa è la sua vittoria. Le moment de libération d'Oliva ne devait pas arriver après le procès contre le violeur, parce que de toute façon en Italie, elle ne l'aurait pas emporté. Le tribunal ne lui aurait jamais donné raison. Pour elle, le moment de victoire, c'est lorsqu'elle se retrouve face à face avec cet homme, longtemps après. Elle ne ressent plus de la suggestion. Elle ne se sent plus une victime, elle ne se sent plus fragile. Elle se rend compte que ses yeux et ses mains n'ont plus de pouvoir sur elle. Donc, elle voit ses yeux et ses mains pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire d'un homme qui, en quelque sorte, n'a pas grandi, qui n'a pas évolué, qui n'a pas compris la gravité de ce qu'il a fait, qui n'a pas compris pourquoi elle n'a pas voulu l'épouser, alors que Oliva, oui, elle a grandi, elle a fait du chemin, et lui, l'homme, il a juste vieilli. C'est ça sa victoire. Lei ha detto che nell'Italia di oggi l'uguaglianza tra gli uomini e le donne c'è.
ma non si sa, lei ha detto che non si sa se la mente è veramente cambiata. Quindi secondo lei quale sarebbe la prima cosa da fare per migliorare le cose? Grazie. Io sono insegnante, insegno in un liceo scientifico e credo che quello sia il punto di partenza, cambiare la mentalità a partire dai bambini, dai ragazzi, nella scuola, nei luoghi di sport, nei luoghi di aggregazione, investire di più sulla mixité, sull'integrazione tra ragazzi e ragazze, non dare canali preferenziali nello sport, negli hobby, lavorare su questo. Je vous remercie de votre question. Je suis enseignante, j'enseigne dans un lycée d'orientation scientifique. Et pour moi, l'école, c'est un point de départ. Il faut changer les mentalités chez les enfants, chez les jeunes, à l'école, dans le sport, dans les lieux de socialisation. Il faut investir pour qu'il y ait pour que les filles et les garçons s'intègrent et de ne pas créer des silos dans les sports, dans les hobbies. E quello che ho notato è che spesso le ragazze e i ragazzi sono molto più avanti sulla questione del genere, sulla questione dell'omosessualità, sono molto aperti su questo, ma è come se avessero ancora sulle spalle un carico invisibile nei confronti di alcuni pregiudizi sul ragazzo e ragazza. Una ragazza che ha molti flirt, molte relazioni, viene comunque giudicata come una ragazza disponibile e quindi a cui si può mancare di rispetto. E questa è una cosa che ho notato nelle scuole di tutta Italia e che mi ha fatto riflettere molto, perché questa roba, queste schifezze gliele abbiamo lasciate noi, evidentemente. J'ai remarqué que souvent les jeunes filles et les jeunes garçons sont beaucoup plus avancés que nous sur des questions comme le genre, l'homosexualité. Ils sont beaucoup plus ouverts. Cependant, ils portent encore, c'est comme s'ils portaient encore un poids invisible de certains préjugés. C'est-à-dire, si par exemple une fille a beaucoup d'aventures, beaucoup de flirts, elle est toujours jugée, c'est une fille qui est disponible et donc on peut lui manquer de respect. Et ça, je l'ai remarqué dans l'école, dans toutes les écoles du territoire italien. Et ça m'a fait en quelque sorte réfléchir, parce que en quelque sorte ce genre de saleté, c'est nous qui leur avons légué. Il cambio di abbigliamento per le donne è stato molto più simbolico che per gli uomini, indossare i pantaloni, mettere la minigonna, indossare dell'abbigliamento insomma più tra virgolette sensuale, cioè è stato vissuto come un codice sia da parte degli uomini che delle donne ed è stato per le donne anche una forma di autocensura, per cui io non vado in giro scollata, perché altrimenti il messaggio che veicolo è un messaggio di disponibilità e di offerta, verso l'uomo. E io credo che ogni essere umano sulla faccia della terra debba essere libero, ovviamente, di vestirsi come crede. E io non ho una figlia femmina, ho un maschietto, e se avessi una ragazza mi piacerebbe poterle dire: metti la minigonna che vuoi, metti il vestito che vuoi e sentiti libera di andare in giro così. Eppure so che oggi non è ancora possibile dire questa cosa, perché non siamo ancora in quelle condizioni, perché usare un certo tipo di abbigliamento significa ancora esporsi al pericolo.
Ce que vous dites est vrai. Ces changements d'habillement ont eu un sens beaucoup plus symbolique pour les femmes que pour les hommes. Lorsque les femmes, par exemple, ont commencé à porter des pantalons, une mini-jupe. Mais c'est encore un code, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Pour les femmes, il y a aussi une forme d'autocensure qui joue. Par exemple, on ne met pas un vêtement s'il y a un grand décolleté. Autrement, cela revient à faire passer le message « je suis ouverte, je m'offre à un homme ». Et pour moi, n'importe quel être humain sur cette terre est libre de s'habiller comme il veut. Je n'ai pas de fille, j'ai un garçon, mais si j'avais une fille, j'aimerais pouvoir lui dire « mets la mini-jupe que tu veux, habille-toi comme tu veux, sens-toi libre ». Mais cela n'est pas encore possible. On n'en est pas encore là, car la façon dont on s'habille, ça peut aussi être interprété comme un danger. Bien, nous allons vers la conclusion de cette rencontre. Moi, je voulais justement seulement évoquer un aspect qui n'a pas encore été souligné, que ce roman, c'est l'histoire d'Oliva Denaro, mais c'est aussi l'histoire de toute une série de femmes. Il y a une véritable galerie de femmes dans le roman, de femmes qui doivent subir disons, l'emprise d'une société patriarcale. Je pense à la sœur Fortunata, je pense à la mère Amalia, je pense aux copines de Oliva comme Nora et Mina et encore d'autres. Donc le roman a cet aspect qu'on n'a pas eu le temps de souligner et de mettre en valeur, un peu choral, hein. Donc il y a toute une série de femmes. C'est pas seulement l'histoire d'Oliva, c'est l'histoire de tout un pays, c'est l'histoire de plusieurs générations de femmes qui se réfléchissent entre elles, hein. Et je voudrais terminer cette rencontre en lisant juste 3 lignes. C'est la fin du roman. Oliva est une femme qui a finalement pu maîtriser sa vie. Elle s'est mariée, mais elle ne renonce pas à courir, à scratafiato. Je traverse la place avec mon paquet à la main. D'autres élèves accompagnés par leur mère me saluent. Quelques personnes âgées s'arrêtent pour me regarder, étonnées de me voir sortir de la pâtisserie Paterno. Un souffle de vent fait trembler l'air figé par la canicule. J'accélère le pas. Je traverse rapidement la grande rue, puis emprunte la direction de la mer et me mets à courir, parcourant la descente à coupe-souffle. Les règles de la course, c'est toujours les mêmes. Elles ne changent jamais. Et je ne m'arrête pas. Bras, jambes, cœur, je respire la bouche grande ouverte, les joues en feu, les cheveux ébouriffés, la nuque moite. Merci à Viola pour cette belle image de femme. Merci à Anne Michel. Merci à Rosanna Gasbarro.